Il est le fils de l'un des plus puissants trafiquants de drogue de tous les temps, Pablo Escobar. Après la mort de son père en 1993, Juan Pablo Escobar a dû changer d'identité et fuir la Colombie. Refusant de suivre l'exemple paternel, il veut porter un message de paix et de réconciliation à travers le monde. Lors de sa visite à Lyon, le fils du fondateur du cartel de Medellín a dressé pour Euronews le portrait intime de son père. Juan Pablo Escobar, bienvenido a Euronews. Juan Pablo Escobar, bienvenue sur Euronews. Pendant longtemps, vous avez choisi de garder le silence sur Pablo Escobar. Ces dernières années, vous avez écrit 2 livres et participé à la création d'un documentaire sur votre père. Pourquoi avez-vous besoin de parler de lui aujourd'hui ? Je crois que j'ai le droit de le faire, parce que je suis son fils, l'un de ses proches, et que j'ai accès à tant d'informations et de preuves sur sa vie passée. Il me semble que l'image de Pablo Escobar a été utilisée pour raconter des choses sur lui qui ne sont pas vraies. Comme je suis son fils, il me revient d'assumer le rôle de dire la vérité sur Pablo Escobar. Ce n'est pas une vérité qui est à mon avantage, c'est plutôt le contraire. C'est une vérité qui donne à mon père une image très négative, encore pire que ce que l'on montre de lui dans les séries télé ou dans les films. Beaucoup de gens le comparent à Robin des Bois, et d'autres, tout aussi nombreux, le voient comme un trafiquant de drogue sans scrupules. Qui était-il en réalité ? Cette comparaison avec Robin des Bois vient en fait de la presse. Ce sont les journalistes qui ont qualifié mon père de Robin des Bois. Il a mené des projets sociaux que l'État ne voulait pas assumer. Il a fait bâtir des logements, des hôpitaux, des écoles et des centres sportifs que l'État n'aurait jamais construits. Et ça lui a valu beaucoup de sympathie dans les couches populaires, qui se sentaient particulièrement abandonnées. Cela lui a garanti une impunité et une protection pendant de nombreuses années. La vie de mon père est pleine de contrastes, de paradoxes, de contradictions. Il a financé des terrains de sport pour que les jeunes ne plongent pas dans la drogue. Mais son argent venait du trafic de drogue. Vous avez dédicacé votre premier livre à votre père qui vous a montré quel chemin ne pas emprunter. Quels souvenirs vous font penser cela ? J'ai été confronté à la pire des violences qu'on puisse imaginer. Même Quentin Tarantino ne pourrait pas imaginer l'extrême violence au sein de notre famille et dans ce pays qui a souffert à cause de lui. Et vous, en étant son fils ? En tant que fils, j'ai les meilleurs souvenirs de lui dans son rôle de père et les pires souvenirs en raison de sa violence. La seule chose sur laquelle je suis d'accord avec ceux qui ont écrit sur Pablo Escobar, c'est qu'il éprouvait un amour inconditionnel pour sa famille. Et que lui reprochez-vous ? Quand il était en face de moi, je lui ai dit des milliers de fois que je n'aimais pas les bombes qu'il faisait exploser, qu'il kidnappe des gens, qu'il commette des meurtres, parce que je savais que la violence qu'il déclenchait se retournerait toujours contre nous. 3 ans après la publication de votre livre, voyez-vous des changements dans la manière dont le personnage de votre père est perçu ? Il y a un déséquilibre évident entre la vérité derrière son histoire et la fiction que des gens veulent vendre au public sur la vie de mon père. Et ils y arrivent particulièrement bien grâce à un seul ingrédient, la glorification. Je sais que je pourrais écouler des milliers, voire des millions de livres si je faisais l'apologie de mon père. Je crois que ce serait une très mauvaise chose de m'opposer à ce que des gens racontent des histoires sur mon père, puisque je fais la même chose. Mais pour moi, la différence dans la manière dont je la raconte et dont eux la racontent est résumée dans une lettre que j'ai reçue récemment quand je présentais mon 2e livre en Argentine. Un garçon de 13 ans m'a donné une lettre qu'il m'avait écrite et dedans il disait « Je sais qui est ton père depuis que j'ai 8 ans. Ma grand-mère m'a parlé de lui. J'ai vu les films, j'ai vu les séries et je voulais être Pablo Escobar. Jusqu'à ce que je lise ton livre et maintenant je veux être journaliste. » Que voudriez-vous dire justement à ces jeunes qui idolâtrent le personnage de votre père et veulent être lui ? Eh bien, je les inviterai à prendre connaissance de la véritable histoire de Pablo Escobar. Ce n'est pas la version glorifiée, glamour que l'on peut voir dans les séries télé. Je me pose une question. Quel est l'intérêt de posséder un manoir si vous n'avez personne qui vous attend le soir à la maison ? Je vivais caché avec mon père. On était entouré de millions de dollars et on était affamés. L'argent est censé vous protéger de la faim. Mais dans notre cas, l'argent nous apportait la faim, la mort, la violence et la perte de nos proches.
Beaucoup de violence qui ne s'arrêtait jamais. Je ne recommanderais à personne d'entrer dans ce monde parce que personnellement, je ne connais pas de trafiquants de drogue à la retraite. Plus de 20 ans après la mort de Pablo Escobar, la production de cocaïne et sa consommation augmentent. Qu'est-ce qui ne marche pas dans la lutte contre les drogues ? La lutte contre les drogues est perdue par chaos depuis des décennies. Elle est perdue parce que, clairement, la prohibition a un effet pervers. C'est la meilleure propagande pour inciter à consommer ces drogues illégales. Et derrière cette prohibition, il y a un immense business. Les plus puissants tirent profit de cette prohibition, et ce sont les Américains. Pourquoi nous distraient-ils avec de petits scandales à travers le monde et en Amérique latine? Et ne nous parlent-ils pas de ce que je révèle dans mon nouveau livre, à savoir les liens entre mon père et la CIA et l'agence antidrogue américaine qu'il a utilisée pour son trafic? Selon vous, le trafic de drogue et la culture de la coca menacent-ils le processus de paix en Colombie? Tant qu'il y aura cette prohibition dans mon pays, il y aura la guerre. Et c'est le cas partout ailleurs. C'est la cause principale de la violence. Je crois qu'il est temps pour les pays du monde entier de commencer à envisager la possibilité de déclarer la paix aux drogues. Car on ne résoudra pas ce problème avec des fusils mitrailleurs, parce que ceux qui ont les plus gros fusils mitrailleurs, ce sont les trafiquants de drogue. Cela passe aussi en grande partie par l'éducation. L'éducation, c'est l'arme la plus puissante que l'on puisse trouver pour s'attaquer au problème de la drogue. Je ne peux imaginer un enfant plus exposé aux drogues et à leur consommation que je ne l'ai été personnellement dans les années 80. Mon père m'a tellement bien instruit sur ce sujet que je n'ai pas osé essayer la marijuana avant l'âge de 28 ans. Pendant des années, vous ne vouliez pas devenir père parce que vous trouviez cela égoïste. Que dites-vous à votre fils aujourd'hui sur son grand-père ou que lui cachez-vous ? Quand il a eu 2 ans, j'ai commencé à lui dire qui était Pablo Escobar. Évidemment, je ne vais pas tout de suite lui parler de ce qu'est la prohibition ou le trafic de drogue. Il sait déjà que son grand-père était Pablo Escobar. Ma responsabilité envers lui, c'est de l'élever dans le respect et l'amour, parce que je sais que c'est exclusivement ce qu'aurait fait mon père s'il était encore en vie. Et bien sûr, mon fils sera au courant de 100% des crimes que son grand-père a commis. Parce que le jour où il aura l'opportunité de devenir le prochain Pablo Escobar, il faudra qu'il ait assez d'éléments en tête pour choisir une autre voie. Merci beaucoup pour cette interview. Al contrario, gracias a ti.